Nouveau rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. En voici les grandes articulations. Célébration ce mardi 13 février 2018 de la journée mondiale de la radio. Pour cette 7e édition, les réflexions portent sur le thème radio et sport. Quel est l'impact de ce canal d'information, d'éducation et de distraction? La réponse, eh bien, c'est dans ce journal. L'insalubrité, les pollutions de toutes sortes, la destruction du couvert végétal sont autant de problèmes auxquels sont confrontés les communes du Bénin au plan environnemental. Face à ces difficultés, quel doit être le rôle des élus locaux? Koné Aïssé tentera une réponse à ces préoccupations dans ce journal. Et puis le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national le Congrès, bien sûr, national africain ANC se réunit d'urgence lundi à Pretoria. Objectif, finaliser la délicate question du départ anticipé du président de la République, Jacob Zuma. Bienvenue à toutes et à tous. La communauté internationale célèbre ce jour la journée mondiale de la radio. Cette 7e édition est placée sous le thème radio et sport. Au Bénin, plusieurs radiodiffusions émettent pour informer, éduquer et distraire. Quel est donc l'impact ou l'importance de la radio sur la société aujourd'hui? Réponse dans ces propos recueillis par Horacia Djodji et Fiacre Voitan. Pour moi, la radio, ça représente quand même un canal d'information comme tout autre média qui nous permet quand même de vivre beaucoup de réalités qu'on ne vit pas dans les autres médias. Par exemple, à la radio, on pourrait quand même se divertir en écoutant de la musique, de la bonne blague, ce qui n'est pas dans le cas peut-être par rapport dans les autres médias comme la presse écrite. Voilà. Donc pour moi la radio c'est quelque chose de très très important dans la vie d'un citoyen, d'un simple citoyen, et ça lui permet d'être au courant de l'information, au courant de tout ce qu'il faut pour son évolution. On constate que la radio a toujours son importance parce que ici, maintenant, on peut allumer sa radio, écouter de la musique, écouter des émissions, tout ça là. Par contre, la télé, on ne peut pas transporter la télé sur soi pour une distance donnée. Donc, vous voyez un peu que la radio a toujours son importance dans la vie d'un citoyen. La radio, c'est un canal d'information, c'est un moyen de communication de masse qui permet d'informer le public et qui permet aussi de divertir l'auditoire. La radio de nos jours a une importance très capitale en ce sens où, grâce à la radio, l'auditeur qui ne s'est pas déplacé sur un lieu peut savoir avec précision qu'est-ce qu'il y a eu à tel ou tel lieu. La radio, pour les reportages par exemple, lorsque nous prenons la télévision et la télévision a forcément besoin des images avant de passer l'information. Alors que pour la radio, même sans les images, on peut passer l'information. Ce qui fait un pas de plus que la radio a sur la télévision. Aussi, en me déplaçant, je peux écouter la radio grâce à mon téléphone portable, même un petit poste de radio, je laisse sur moi, j'écoute ma radio. Tandis que je ne peux pas me déplacer avec la télévision pour suivre. La radio, c'est cette vitrine qui permet à la population de s'informer. Je fais allusion notamment à ceux-là qui sont dans les zones reculées et qui n'ont pas toujours accès à la télévision ou encore à l'Internet. Donc la radio permet aux populations qui n'ont pas les moyens de s'acheter la télévision ou encore ceux-là qui ne savent pas manipuler les téléphones pour accéder à la connexion Internet, de pouvoir au moins s'imprégner des actualités dans le pays. Pour moi-même, la radio, c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, donc sans la radio, c'est vrai qu'il y a les journaux, qu'il y a aussi la télévision, mais la radio aussi représente un moyen d'information vraiment important.
Les communes du Bénin sont confrontées à d'énormes problèmes environnementaux. On peut citer, entre autres, l'insalubrité, les pollutions de toutes sortes, la destruction du couvert végétal, la dégradation des terres et le réchauffement climatique. Face donc à ces problèmes, quels doivent être les comportements des élus locaux et communaux? Élément de réponse dans ce reportage que connaît Aïssé, Fréjus Fiorci et Romaric Devouchi nous propose. Regardez. La protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie concernent en premier lieu les pouvoirs décentralisés, selon l'article 82 de la loi numéro 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. Malheureusement, les communes ne font pas de ces questions liées à la gestion de l'environnement une priorité, en témoignent les faibles ressources allouées à l'environnement dans les plans de développement communaux et dans les budgets. Une situation due à un manque de moyens, selon Lucas Tropo, maire de Boycon, président de l'Association nationale des communes du Bénin. Ce n'est pas par méconnaissance des tests par les élus locaux, non, c'est plutôt par manque de moyens. Vous savez, les questions environnementales nécessitent beaucoup de moyens humains, mais des moyens financiers. Et vous savez qu'il y a des communes aujourd'hui au Bénin qui ont du mal à payer le salaire du personnel. Et du coup, se lancer dans des études en ce qui concerne l'environnement, se lancer dans la construction d'ouvrages en ce qui concerne l'environnement, pour ces communes-là, relève carrément de quelque chose de très très compliqué. Journée de l'arbre. Lorsqu'on fait le reboisement, il faut quand même l'entretien. Les communes n'arrivent pas. Ce qui fait que bon, on implante des arbres et quelques mois après, vous voyez que bon, les arbres sont en train de mourir parce qu'il n'y a pas un suivi, parce qu'il n'y a pas les moyens. La politisation à outrance dans la gestion des territoires et des communautés à la base fait partie aussi des causes profondes de cette faible implication du pouvoir décentralisé dans la politique environnementale. La politique a pris le dessus. Ceux qui sont là, qui sont aux affaires, ils ont l'intention chaque fois de revenir aux affaires. Et pour ça, ils disent, je suis obligé de fermer les yeux sur certaines choses, sinon je risque de perdre la popularité. Mais non, il faut aller au-delà, il faut vraiment laisser la politique de côté et dire, je suis là pour faire en sorte que les concitoyens puissent vraiment vivre dans un cadre plus approprié. Plus de 15 ans après l'avènement de la décentralisation au Bénin, devrait-on être encore à cette étape? La question interpelle tous les acteurs de développement, notamment l'État central qui doit montrer l'exemple en matière de politique environnementale et accompagner les communes. Les maires n'ont pas les moyens de leur politique. Donc ça veut dire que le débat non seulement va sensibiliser, communiquer, mais accompagner financièrement nos élus locaux. Et ça devient un débat du pouvoir central. Je voudrais lancer un appel d'abord à l'État central pour rappeler à l'État central qu'il doit accompagner les communes pour que les problèmes dans l'environnement, les problèmes liés à l'environnement soient réglés. Vous savez, on a plaidé la dernière fois quand nous étions en Allemagne à Bonn pour que le fonds vert soit ouvert aux collectivités territoriales parce que le fonds vert aujourd'hui est consacré uniquement aux gouvernements centraux, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, le gouvernement central a son rôle à jouer. Il y a déjà des efforts qui se font, mais nous souhaitons qu'un pas en avant puisse se faire. Ça, c'est la première chose. Les élus locaux doivent, dans la mesure de leurs possibilités, s'organiser pour impacter durablement et efficacement l'environnement. L'éducation environnementale des populations à la base, le respect des textes de loi sur l'environnement sont nécessaires pour accompagner l'action des pouvoirs décentralisés. Eh bien, ce journal se poursuit sur une télévision à l'issue du Conseil des ministres du 7 février dernier. Le gouvernement a fait le point concernant l'annulation de la banque l'annulation par la Banque islamique de développement de l'accord de prêt volet Midaraba du programme d'appui à la microfinance au Bénin. Rappelons que le montant du dit prêt s'élevait à 16,5 milliards de francs CFA. Alors, que pensent les citoyens
citoyens béninois d'une telle situation à laquelle le Bénin devra faire face. Carole Olaye et Fiacre Voitan ont recueilli les avis de quelques citoyens béninois. Suivez leurs opinions. Suspension de prêts accordés au Bénin par la Banque islamique de développement est un coup dur pour le gouvernement talon et surtout pour la population, c'est-à-dire les jeunes les plus démunis, puisque d'une part c'est le financement des maisons entreprises qui est pris en compte par ces prêts-là. Donc si la BID aujourd'hui annule ces prêts accordés au Bénin et en temps, c'est que tous ces jeunes qui espéraient rentrer en possession de ces fonds, de ces prêts-là, aujourd'hui ne pourront plus le faire. Le second volet, quand vous prenez l'éducation, dans le projet, il était prévu la construction d'une université d'agriculture à Kétou et l'autre, je crois bien, à Abomey. Voilà. Donc aujourd'hui, si ces fonds-là sont annulés et ce prêt-là est annulé, c'est-à-dire qu'on n'aura plus ça et ce sont les ambitions du péage et du gouvernement de la rupture qui sont à l'eau. Je dirais que c'est un coup de massue qui tombe sur les réformes du gouvernement. Quand on sait que l'année 2018, d'après les dits du gouvernement, c'est une année de réforme. Et donc, ce prêt, normalement, devrait permettre au gouvernement d'atteindre ses réalisations. Et subitement, on annule ça, donc ça va porter un coup aux réformes du gouvernement. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. C'est une décision que je juge un peu malvenue dans un contexte où vous savez que les étudiants ont des difficultés à acquérir les documents ici à l'université d'Abomey-Caravi. Ils ont beaucoup de difficultés évidemment à apprendre. Or, quand ils ont ces frais-là, ils achètent beaucoup d'instruments comme par exemple les ordinateurs qui leur permettent d'aller au niveau sur la toile évidemment pour chercher des informations, histoire d'étoffer leurs connaissances en matière de leur filière ici à l'université d'Abomey-Caravi. Mais je vais envers dire, si on connaît déjà l'affinité de ces prêts et que nous savons déjà l'utilité de ces prêts dans la vie de la population béninoise, je ne vois pas pourquoi on va suspendre ces prêts ou bien l'État ne va pas s'investir pour que ces prêts nous soient octroyés. Je ne sais pas leurs raisons, je le dis, je ne sais pas leurs raisons, mais si ces prêts, ils faisaient le tout possible pour que nous obtenions ces prêts, je crois que ça va beaucoup servir le pays parce que nous sommes actuellement dans le besoin. Politique au plan national à présent, c'est une véritable mue qui s'est opérée à Parakou chez les forces Kori pour un Bénin émergent à l'occasion de leur deuxième congrès ordinaire. La formation politique cesse d'être une alliance pour devenir un parti politique. C'est l'honorable Valentin Djanotin qui tient désormais les rênes du parti en qualité de secrétaire exécutif national. Vedette de cette rencontre, Boni Yayi, président d'honneur du parti. L'ancien président de la République qui a dirigé le Bénin entre 2006 et 2016 s'est illustré par son discours dans lequel il promet porter à la connaissance de son successeur, Patrice Talon, les occupations des Béninois. On reste toujours avec les forces Kori pour un Bénin émergent, FCBE, pour dire que l'une des grandes décisions prises lors de leur deuxième congrès ordinaire tenu ce week-end est bien donc la mutation de cette coalition en un parti politique avec pour président d'honneur le président Boni Yayi. Quelle analyse peut-on faire de ce congrès? Élément de réponse dans ce sujet d'analyse que nous propose ici Fréjus Serlan. Parti progressiste du peuple, PPP, cette dénomination a simplement été rejetée par les délégués des forces Kori pour un Bénin émergent, FCBE, ce samedi 10 février à Parakou, lors de leur deuxième congrès. Pour ne pas dérouter les militants à la veille des législatives de 2019, le nom FCBE reste, mais la coalition laisse place à un parti politique. L'option d'un parti politique pour les forces Kori pour un Bénin émergent, pour moi, est une très bonne option. Et ça montre l'unité au sein du parti. Malgré son ancrage dans le septentrion,
les Foscori pour un Bénin émergent ont choisi un homme du Sud pour être secrétaire exécutif de ce parti-là. Pour moi, c'est stratégique. Parce qu'avec le bureau de près de 90 membres, on se rend compte que le parti est très structuré et est présent sur l'ensemble du territoire national. Pour moi, je pense que les FCBE ont même anticipé sur le système partisan. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit ce qu'on dira, les FCBE auront des représentants partout, partout. Et donc, c'est un parti national. Il reste encore beaucoup de monde, des gens insoupçonnables qu'on croyait qu'ils étaient partis, mais qui sont tous revenus. Il y a eu beaucoup d'anciens ministres, beaucoup d'anciens députés. Et donc, je me dis, c'est une vraie machine sur laquelle il faut compter pour les prochaines élections. Conséquence immédiate, l'administration Talon aura désormais du répondant. C'est des gens qui ont quitté le pouvoir il y a 2 ans. Et qui ont des données. Je suis sûr qu'il y a des éléments qu'ils apporteront et qui vont enrichir le débat parce que c'est trop plat. Le secrétaire exécutif, l'honorable Djenantin, parlait déjà. Mais là, il se trouve renforcé. Il parlera et d'autres parleront. J'ai le sentiment que si on y prend garde, le régime du président Patrice Talon va passer le reste du temps à répondre à des attaques et à s'éloigner du programme d'action du gouvernement. Vous avez vu l'honorable Rachidi Badamassi réagir déjà par rapport à la sortie des FCBE. Il trouvera le moyen de faire de la mobilisation, donc il ira de réaction en réaction et il perdra le temps sur du dilatoire. À ce rendez-vous des discours d'opposants et la naissance d'un parti FCBE tout aussi opposant, c'est un autre Boni Yayi très mesuré qui s'est révélé dans une allocution sans attaque envers le gouvernement. La seule chose qu'il a dit, avec tout ce que je viens d'entendre, il faut que le président, mon ami Patrice Talon, écoute le peuple. Et lui-même a dit que quand vous avez fini de gérer un pays pendant 10 ans, on ne peut plus entendre certaines choses de votre bouche. Il a aussi dit que bien qu'on ait des choses à reprocher à Patrice Talon, qu'aujourd'hui, lui, de sa position, il comprend que là où il est, ce n'est pas facile de diriger un pays comme le nôtre. Il avait noté les points sur lesquels il voulait développer, il regardait, il faisait attention aux fiches. Le président Boni Yayi s'est beaucoup plus assagi. Avec sa nouvelle posture, on aura un débat politique plus sain et plus correct. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il attaque le président Talon. Mais Yayi Boni a tiré les leçons. Et là, il est dans l'ironie, il est dans la stratégie. Il est en train de dire, oui, je reviens en paix. Mais au fond, il ne revient pas en paix. Et ça, ce sont les jours à venir qui vont nous démontrer sur le terrain ce que le président Yayi Boni mijote. Cette posture n'a cependant pas empêché quelques alliés du pouvoir d'attaquer sévèrement les FCBE et l'ex-président Boni Yayi. Les paradigmes changent et quand ça change comme ça, les gens paniquent, les gens sont dans la panique. Ceux qui réagissent aujourd'hui sont dans l'émotion. Ceux qui s'expriment aujourd'hui avaient banalisé les Foscori pour Bénin émergent. Ils ont pensé que Yayi Boni était terminé. Il y en a qui disent qu'on sait comment les mobilisations se font. Mais ce que moi j'ai vu, en dehors des congressistes qui ont quitté les différentes communes du Bénin, ceux qui se sont venus, la foule qu'on a vue, c'est des gens qui sont venus d'eux-mêmes, qui sont repartis d'eux-mêmes. Il y a une sorte de déception actuelle. Et les gens sont obligés de venir assez nombreux pour dire, comme je l'ai entendu sur les lieux, c'est notre papa qui est là, c'est notre Dieu. Maintenant, nous avons un électorat qui est très indécis et imprévisible. C'est aux prochaines élections législatives qu'on pourra voir réellement ce qui reste encore de cette coalition. On quitte la politique à présent pour dire que les résidences universitaires Hassan II, BID B et KISS de l'université d'Abomey-Calavi se trouvent dans un état d'abandon et de dégradation très avancé. C'est un constat fait par une équipe de la rédaction de Eden Télévision conduite par Aristide Setti. Voici le compte rendu. On se croirait dans une jungle ici. Erreur. Nous sommes bel et bien au plus haut lieu du savoir qu'est l'université d'Abomey-Calavi. Un tour dans les résidences universitaires Hassan II, BID-B et KISS. Et bonjour les dégâts. Les reptiles, les araignées et plusieurs autres insectes sont les maîtres lieux. À l'intérieur de ces résidences, c'est le comble. Tout est ruine et poussière. Les toits perforés et au vent par les intempéries des nids aux chauves-souris, des mules lézardées. Les résidences universitaires Hassan II et KISS, qui avaient accueilli des étudiants il y a de cela 20 ans, se trouvent dans un état lamentable. Pour les responsables étudiants, c'est la désolation. Vous pouvez déjà constater mon sentiment à travers rien que mon regard sur le visage. Voyez-vous, lorsque nous disons que l'étudiant est toujours ou a toujours été l'orphelin de la communauté universitaire et tout, on pense que non, que nous jouons à la politique de la victimisation. Ça n'a jamais été le cas. Vous avez constaté, depuis 2004, juin 2004, on a procédé à l'inauguration du bâtiment Hassan II.
Mais à ce jour, en réalité, ce bâtiment est fermé. Fermé de l'irresponsabilité de nos cadres à divers niveaux. C'est triste parce qu'au même moment où le nombre d'étudiants demandeurs de résidence universitaire ne cesse de s'accroître, il y a des bâtiments qui sont chaque année fermés, ou il y a des bâtiments qui ne sont jamais finis, qui n'ont jamais fini d'être construits, comme le bâtiment Bébite. Voyez-vous, c'est un éléphant blanc que nous avons à l'université. C'est un bâtiment réellement, si c'est fini, ça peut contenir jusqu'à 296 lits. Mais là, voyez-vous, ce n'est pas fini. Et donc, c'est un éléphant blanc. Donc, il y a des étudiants, pendant ce temps, il y a des étudiants qui crèchent, qui dorment à la Belle Étoile. Bâtiment sans porte ni fenêtre. Installation électrique et plomberie vandalisée. Murs lézardés, ce bâtiment bide B est bloqué à l'étape de la fondation. Le reste des matériaux de construction est abandonné aux intempéries. Les étudiants condamnent fortement ces éléphants blancs sur le campus d'Abomey-Calavi. De ces bâtiments, il y a d'autres résidences qui sont à côté. Il y a les animaux dangereux qui peuvent venir ici et prendre par ici pour venir intégrer les autres résidences. Ça veut dire que l'étudiant qui est en résidence n'est pas en sécurité. Ouais. Mais regardez un peu à côté de nous. Nous sommes entourés d'herbes. Il faut reconnaître que dans notre pays, ici au Bénin, l'État, nos dirigeants, nos gouvernants ont démissionné. Je ne comprends pas, je ne sais même pas dans quel pays sommes-nous. Si c'est des échéances politiques, on est là, on prend la jeunesse pour instrumentaliser, pour faire des faux promesses. Mais une fois aux assauts, cette jeunesse-là n'est plus la préoccupation ou bien la priorité de nos dirigeants. Je ne comprends pas. Dans une grande université comme celle d'Abomey-Calavi, vous voyez, il y a les forêts partout, des reptiles. On a parcouru tout ça là avec vous. Mais dans le même temps, on nous demande de payer. Les responsables étudiants n'ont pas manqué d'interpeller les gouvernants. Nous ne sommes pas encore la priorité du gouvernement qui est là. Si tant est que la jeunesse en général et celle étudiantine est la priorité du gouvernement et tout, que le gouvernement se saisisse de ces dossiers-là. Toutes nos tentatives pour interviewer les responsables du Centre des œuvres universitaires et sociales, COUS-AC, ont été vaines. Les responsables feraient mieux de parer plus tôt au pire, comme l'effondrement des bâtiments et une course-poursuite des étudiants par les reptiles. Information sur le continent, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain ANC, se réunit d'urgence lundi à Pretoria pour finaliser, selon son chef Cyril Ramaphosa, la délicate question du départ anticipé du président de la République, le très controversé Jacob Zuma. Moriagwa pour le commentaire. Ce lundi, la plus haute instance de décision de l'ANC, le Conseil national exécutif NEC, qui avait donné mandat à Cyril Ramaphosa pour négocier avec le chef de l'État, s'est réuni à huis clos une nouvelle fois d'urgence. Les deux hommes ont engagé le 6 février des tractations directes pour régler cet épineux problème, mais les discussions s'éternisent. Cyril Ramaphosa, qui succédera à Jacob Zuma en cas de démission du président, se heurte cependant à deux obstacles de taille pour mettre un point final à cette crise. L'obstination du chef de l'État qui s'accroche au pouvoir, fidèle à sa réputation de battant infatigable, et les divisions de l'ANC. Le 4 février dernier, Jacob Zuma a exclu de démissionner malgré l'appel pressant de la direction de son parti. Pour Abdoul Wahi, analyste politique, Jacob Zuma a été un handicap pour son pays. Il n'y a aucun doute que dans la société en général, on a le sentiment qu'il vaut mieux voir le dos de Jacob Zuma. Il a été un handicap pour le pays, un handicap pour l'économie, un handicap pour son propre parti, mais dans les faits, tout cela n'est pas clair. D'un point de vue juridique, tout est clair. Ce qui ne l'est pas, c'est quelles en seraient les conditions. Je pense que Jacob Zuma défie l'ANC de le destituer par une motion de censure parce qu'il sait que cela nuirait à l'unité du parti. Et il sait que cela nuirait aussi à l'ANC aux élections de 2019.
Dans les négociations en cours, il tenterait d'obtenir l'immunité alors que son nom figure au cœur de plusieurs affaires de corruption. Il chercherait aussi à obtenir la prise en charge de ses frais de justice selon les médias nationaux. Que le caucus parlementaire de l'ANC ne soit pas uni, ce qui signifie que si, de part et d'autre, les gens s'abstiennent destituer Jacob Zuma, nécessitera un large soutien de l'opposition et des députés de l'ANC afin d'organiser un vote de défiance. Cela créerait également un dilemme pour l'ANC parce qu'en 2019, l'opposition prétendra qu'elle les a aidés à faire le ménage dans leur propre parti, à destituer votre propre président et qu'ils n'ont pas été capables de gérer leurs propres problèmes. Zuma sait donc qu'il peut provoquer l'ANC parce que s'il les provoque assez et qu'il mord à l'hameçon, ce sera facile pour lui de leur dire qu'ils ont capitulé, ce qui serait complètement contraire à l'ANC. Cyril Ramaphosa a toutefois exclu un passe-droit pour le président, rappelant avec fermeté que ceux qui sont corrompus et ont volé l'argent des pauvres seront jugés. Aucune nouvelle date n'a été avancée, mais l'ANC a assuré que la présentation du budget prévu pour le 21 février serait maintenue, laissant penser que la question du président serait réglée d'ici là. Dans les rangs de l'opposition, on s'impatiente. Elle a déposé une motion de défiance pour le 22 février, la 9e depuis l'arrivée au pouvoir de Jacob Zuma en 2009. Une journée ville morte a été annoncée, mais il n'était pas clair dimanche si elle serait organisée. En dépit de l'impasse politique actuelle en Afrique du Sud, le risque d'un éventuel coup d'État militaire semble totalement écarté, estiment les analystes qui relèvent que l'armée sud-africaine n'est pas politisée. Toujours en Afrique du Sud, l'opposition de ce pays a demandé lundi la dissolution du Parlement et des élections législatives anticipées pour sortir de la crise politique provoquée par le refus du président Jacob Zuma de démissionner en dépit des pressions de son parti. La résistance du chef de l'État a plongé le pays dans une grave crise politique qui s'est notamment manifestée par le report la semaine dernière du discours présidentiel annuel sur l'état de la nation, une première dans l'histoire de l'Afrique du Sud démocratique. Selon Mumsi Maman, le chef du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique DA, Jacob Zuma, a violé la Constitution et le Parlement a échoué. Suivez plutôt. Nous devons aller de l'avant pour appliquer l'article 50 de la Constitution qui dit « Notons que le Parlement a voté contre dans ses jugements que nous devons avoir une dissolution du Parlement. Nous ne pouvons pas entrer dans des batailles de factions et nous cherchons à proposer que nous devons soutenir Cyril Ramaphosa ou quiconque de l'ANC. Tout le monde en Afrique du Sud demande la démission de Jacob Zuma. L'opposition présente ici dit que Jacob Zuma doit partir. Les organismes religieux disent que Jacob Zuma doit partir. Le comité de travail national de l'ANC dit que Jacob Zuma doit partir. La seule personne qui refuse de partir, c'est Jacob Zuma. Demain à 10h, si Baleka n'a pas répondu, le EFF va lancer une demande urgente devant les tribunaux car nous sommes actuellement dans une crise en tant que pays. Puis, parce que nous allons réussir, comme tous les partis, à éliminer Zuma par le biais d'une motion de censure, nous sommes confiants. Nous allons aussi nous dissoudre nous-mêmes. Une fois que nous aurons retiré Zuma, le Parlement doit être dissous. Le problème n'est pas Zuma, le problème n'est pas Ramaphosa, le problème c'est l'ANC. Alors pourquoi serons-nous heureux à l'idée que le NEC, Comité national exécutif, se réunisse? Quel NEC? Le NEC des ivrognes au pouvoir, nous ne pouvons pas permettre cela. Nous ne sommes pas heureux de quoi que ce soit. Pourquoi devrions-nous nous réjouir du fait que l'ANC se joint maintenant à nous? Nous avons cette position depuis un certain temps maintenant. Eh bien, c'est la fin de ce journal Suède Télévision. Merci de l'avoir suivi et merci également de rester fidèle à nos programmes. Au revoir.